On reste dans ce monde immobilier et on accueille Jean-Marc Le Prado. Bonjour Jean-Marc. Bonjour. Le patron d'Enolin. On va parler déficit foncier parce que c'est presque de saison. Il y a comme ça quelques marronniers qui reviennent lorsque l'on arrive à cette fameuse période de déclaration. On en profite pour vous. Quel bonheur, la déclaration. Sonner le signal d'alarme. 18 mai, c'est demain soir, minuit. Papier. Pour le papier, bah oui. On a encore jusqu'à début juin, je crois. Il y en a encore quelques-uns qui s'entêtent à faire du papier ou qui sont contraints à faire du papier comme les primo-déclarants. Et pour réduire ces impôts, il y a le déficit foncier. Dites-nous tout sur ce mécanisme. Comment ça marche? Qui est concerné, Jean-Marc? Est-ce que c'est une technique forcément recommandée? Alors, qui est concerné? Finalement, à peu près tout le monde, lorsqu'il a pris la décision, après une analyse détaillée de ses besoins patrimoniaux, de ses besoins fiscaux, d'aller vers un investissement immobilier de type classique, c'est-à-dire on achète un appartement pour y mettre un locataire. Dans ce cas, à peu près tout le monde a intérêt à opter pour une technique de déficit foncier, puisqu'il va être vraisemblablement plus malin d'acheter un produit relativement dégradé. Alors après, peut-être qu'on parlera des niveaux de dégradation du bâtiment, qui évidemment vont avoir des conséquences extrêmement importantes, et puis de faire quelques travaux de remise à niveau de cet appartement avant de le mettre en location. Et donc, ce sont ces travaux, ce sont ces frais engagés qui vont créer l'avantage fiscal, en fait. Voilà, en fait, de manière tout à fait claire, la quasi-totalité des travaux. Attention, néanmoins, lorsqu'il s'agit de travaux de restructuration très lourds, tous les travaux ne sont pas déductible au titre du déficit. Avec un exemple précis, par exemple. Vous reconstruisez un mur, il n'est pas déductible au titre des travaux. Donc c'est de l'électricité, de la peinture, des travaux d'entretien, d'amélioration, si vous faites une cuisine équipée, une salle de des fenêtres, si vous faites un parquet, etc. Tous ces travaux-là, pour le coup, vont être déductibles l'année de leur paiement. Donc la technique est tout à fait simple. Vous payez des travaux sur une année donnée, ces travaux vont venir en déduction de revenus fonciers en premier. Donc vous encaissez des loyers sur une année et vous passez des travaux. Donc vous allez générer un déficit. Et ce déficit va être imputable d'abord sur des revenus de même nature. Cette technique est absolument fabuleuse pour les gens qui ont d'ores et déjà des excédents fonciers par ailleurs. Si vous avez déjà des appartements qui génèrent des excédents fonciers, faire une opération de déficit foncier va être parfaite puisqu'elle va venir gommer tout ou partie de votre excédent foncier par ailleurs. Donc et les loyers des uns qui compenseront les travaux des autres. Le déficit des uns va compenser l'excédent des autres et il est même possible d'aller riper sur son revenu global. Si vous avez plus de déficit sur une opération que vous n'aviez d'excédent auparavant, vous pouvez même aller à hauteur de 10 700 € sur votre revenu global. C'est particulièrement intéressant. Ça se fait entre guillemets tout seul ou ça demande de la connaissance? Enfin, en clair, est-ce qu'il faut aller acheter un package chez un spécialiste de l'immobilier ou est-ce que tout à chacun peut effectivement chercher un appartement en état imparfait, on va dire, pour faire son petit business tout seul? Alors, vous avez raison. Il y a vraiment deux manières d'appréhender cette technique. La première, c'est de le faire soi-même, parce qu'on sait très bien bricoler ou parce qu'on est surtout entouré d'équipes d'entrepreneurs qui sont extrêmement performants, qui vont travailler dans des conditions économiques et de sécurité tout à fait agréables. Dans ce cas, on peut parfaitement réaliser une opération seule, il n'y a aucun problème. La limite de cet exercice, c'est que le niveau de déficit, par définition, va être plus faible que si vous optez pour une opération dite packagée, c'est-à-dire une opération dans laquelle vous avez une entreprise qui va restaurer la totalité de l'immeuble. Donc dans ce cas, vous allez avoir évidemment une quote-part de travaux dans votre investissement qui va être beaucoup plus lourde et qui va donc avoir un effet fiscal beaucoup plus important, avec la contrepartie du fait qu'il est évidemment plus cher d'acheter un bien dans un immeuble qui va être totalement restauré que d'acheter son appartement et de faire quelques travaux dedans. Quels sont en parallèle de tout ce mécanisme, les risques inhérents? Vous avez tout à l'heure un petit peu balayé, mais en nous disant qu'on allait y revenir, revenons-en. Les risques, par exemple, de prendre un chantier trop gros, peut-être, sur le poids des travaux, d'être en retard ou d'avoir de mauvaises surprises. On s'est dit que tout irait bien et puis finalement, il y a toute la charpente à refaire. Enfin, de dépasser finalement l'horreur, l'enveloppe qu'on avait décidé d'allouer à notre opération immobilière. Oui, absolument. Il y a trois risques principaux. Le premier, c'est le prix. Vous faites établir des devis avant de vous lancer dans l'opération.
Et puis finalement, l'entrepreneur vient voir en vous disant que il va y avoir plus de travaux que prévu. Et puis, ça va également pouvoir durer plus longtemps. Ça, c'est un autre risque qui doit être pris en compte. C'est que si vous avez un chantier qui est prévu pour durer 3 mois, il vaut mieux, dans le modèle économique, dans le business plan de votre investissement, prévoir quelques dérapages qui sont toujours possibles. Et puis, il y a tous les... Pas tant de retard que ça dans le bâtiment. Tous les gens qui ont fait un jour... Non, et puis pour l'enjeu fiscal, effectivement, peut-être démarrer les travaux plutôt en début d'année s'ils sont assez importants, enfin, essayer de pas s'y prendre à la dernière minute. Oui, enfin, cela étant, pour le coup, cet argument-là me paraît un peu compliqué, parce qu'on fait une bonne opération, qu'elle soit en début ou en fin d'année, il faut faire une bonne opération d'abord. Il ne faut pas attendre le dernier moment où il n'y a pas de moment opportun pour cela. En tout état de cause, le déficit, il est déductible l'année où il a été généré, dans tous les cas. Qu'est-ce qu'il en est de financer ce type d'opération à crédit? C'est possible? On peut, entre guillemets, gagner sur tous les tableaux? Il faut forcément le faire en cash? Comment ça marche? Alors, c'est évidemment possible, et c'est même le plus souvent recommandé. En dehors du fait... Ça veut dire que c'est là qu'il y a l'effet de levier? Alors, il y a un effet de levier financier encore plus important, puisque les intérêts d'emprunt vont être déductibles du revenu également. Alors, ceux-là ne vont pas pouvoir générer un déficit, sans rentrer dans les détails, mais vont pas pouvoir générer un déficit foncier qui va être imputable sur le revenu global, mais ils vont être déductibles de l'ensemble des loyers, voire d'autres loyers si on a des excédents par ailleurs. Donc c'est tout à fait intéressant, sauf si vous avez naturellement besoin de revenus complémentaires. Ouais. Fiscalement, il faut bien faire son calcul, parce que on peut ou on peut pas le reporter, ce déficit. Alors le déficit... duquel vous parlez? Vous parlez du déficit lié aux intérêts d'emprunt ou au total? Non, au total. Alors au total, la mécanique est assez simple. Vous avez un déficit une année, s'il est inférieur à 10 700 €, il va d'abord effacer les excédents fonciers par ailleurs, et ensuite, s'il est inférieur à 10 700 €, il va riper en totalité sur le revenu global. D'accord. Double effet. Si vous avez un déficit foncier qui est supérieur à vos excédents par ailleurs, plus 10 700 €, ce déficit-là ne va pas générer d'économie d'impôt tout de suite, il va être stocké. Il va être stocké et décaisser dans les années qui suivent, avec un maximum de 10 années, des excédents fonciers qui viendront plus tard. Il est donc tout à fait intéressant d'avoir une opération qui génère 50 000 € ou 100 000 € de déficit foncier une année, même si vous ne l'utilisez pas tout de suite. Vous l'utiliserez dans le futur. Quand on met en place ce système de déficit foncier, il faut juste faire attention au moment de la revente de l'appartement, c'est ça? Parce que il faut qu'il y ait eu X années sans déficit foncier pour... Oui, absolument. Alors ça, c'est la sortie de l'opération. Oui. Alors, dans tous les cas, si vous générez un déficit foncier, cela vous implique immédiatement de maintenir votre bien à usage locatif dans les 3 exercices fiscaux qui suivent. D'accord. Donc ça, c'est... donc on peut même pas le... Alors vous pouvez ça réduit un peu la liquidité, entre guillemets, de son... Voilà, c'est ça. Si vous avez un déficit, ça veut dire 3 ans de conservation de votre bien. C'est bon à savoir. Ce qui est bon à savoir, très peu de gens le savent. D'ailleurs, si vous prévoyez de vendre un bien, ne faites pas énormément de travaux. Ne faites pas de travaux. Et d'ailleurs, si vous devez le vendre, la plupart des investisseurs... En tout cas, il ne faut pas avoir fait de déficit foncier dans ces cas-là. Oui, c'est ça. Faut faire des travaux. Si vous avez fait du déficit foncier dans les 3 exercices qui précèdent, vous réintégrez en fait ces déficits dans votre excédent de l'année en cours. On peut mixer ça avec de la location meublée? Alors oui, aucun problème pour mixer avec de la location meublée. Ça peut être tout à fait intéressant d'acheter un bien en mauvais état, de faire des travaux et de le mettre ensuite en location nue. La mécanique sera un petit peu différente, puisque là on sera plus dans des revenus fonciers, on sera dans des bénéfices industriels et commerciaux. Ouais. Donc les travaux seront amortis. Ça change pas grand-chose en fait, si on est en meublé, puisque de toute façon on passe l'amortissement. Que ce soit des travaux ou du foncier pur et dur, on va passer un amortissement dessus. Donc le différentiel sera peu élevé. Mais ça reste intéressant économiquement d'acheter un bien et de faire des travaux. En tout, ça reste un outil très puissant quand même, patrimonialement parlant. C'est un excellent outil patrimonial, absolument. Ça s'appelle le déficit foncier. Merci beaucoup Jean-Marc Le Prado. Enola, merci Marie Cœur de Roy pour la vie IMO chaque matin au cœur d'Intégral Placement.